Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler du Québec et de sa place dans la Confédération canadienne en 10 minutes. Le territoire canadien est un territoire absolument gigantesque, d'accord? Alors, vous avez peut-être en tête une carte du Canada qui doit ressembler à ça. L'inconvénient avec cette carte, c'est qu'elle donne une représentation fausse des lieux vraiment connus et fréquentés par les Canadiens. En fait, les Canadiens habitent plutôt dans les territoires au sud. À l'origine, la découverte du Canada, c'était la découverte du golfe du Saint-Laurent, c'est-à-dire Terre-Neuve, l'Acadie, quelques îles, et bien sûr le Canada à proprement parler, qui est une suite d'établissements le long du Saint-Laurent. En fait, le Canada, à l'origine, désignait ce qu'aujourd'hui on appelle le Québec, c'est-à-dire le Saint-Laurent, qui était jalonné de villes fameuses telles que Québec, Trois-Rivières, Montréal. Par la suite, d'autres régions sont entrées en possession française. Le pays d'en haut, proche des Grands Lacs, en fait partie, et il sera bientôt appelé l'Ontario. Après la conquête anglaise, le Canada a connu une expansion vers l'ouest, et peu à peu a annexé le Manitoba, où vivaient des francophones, la gigantesque terre de Rupert qui était à peine explorée, et bien sûr la Colombie-Britannique. Depuis 1867, ce pays est devenu une fédération. Elle est composée de 10 provinces, toutes sur un pied d'égalité. Alors leurs noms ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Le Québec est l'une de ces 10 provinces. Par conséquent, s'intéresser à la politique du Québec, c'est considérer deux échelons. Il y a l'échelon fédéral, qui est dirigé depuis Ottawa, et il y a l'échelon provincial, qui est le Québec. D'ailleurs, je suppose qu'ils sont tout le temps en conflit. La plupart du temps. Mais jamais ces conflits n'ont débouché sur un retrait du Québec, d'accord? Ce pays appartient toujours à la fédération. À 2 reprises, il a tenté d'en sortir par référendum, en 1980 et en 1995. Mais les résultats, bien que très serrés, ont donné la majorité au camp fédéraliste. Bon, maintenant on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Au Canada, il existe 2 populations. 3 Canadiens sur 4 sont anglophones et le dernier quart est francophone. On a donc coutume de dire que le pays est bilingue. C'est d'ailleurs son discours officiel. Depuis Pierre Elliott Trudeau, élu en 1968, le Canada est extrêmement fier de sa particularité, ce qui fait qu'il est si original dans le monde, son bilinguisme et son biculturalisme. Alors je vais expliquer en quelques mots ce qu'on entend par bilinguisme. En fait, le Canada, certes, appartient au monde anglo-saxon, c'est évident. Adopter le bilinguisme, c'était, pour Ottawa, faire un pas en direction du Québec, et je dirais, ce n'est pas que des mots. Au Canada, les billets de banque sont bilingues, les timbres sont bilingues, les documents officiels, et même la plupart du temps, les premiers ministres. Les premiers ministres sont presque tous bilingues depuis Trudeau père. Canada must be unified. Canada must be one. Canada must be progressive. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir I rise to propose a toast to the President of the United States. On agit comme un gouvernement mature et raisonnable, sans pétage de bretelles. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble puis ça fait une phrase. Autre exemple, Ottawa, la capitale, est une ville anglophone, d'accord, mais elle est juste en face de Gatineau, qui est francophone. Et les 2 villes, les 2 langues, sont séparées par un fleuve. Donc ça, c'est disons la réalité politique. Maintenant, les Canadiens, en ce qui les concerne, pour l'immense majorité, à 80%, ne sont pas bilingues. Ils sont soit l'un soit l'autre. Le bilinguisme est d'abord une réalité politique, avant d'être une réalité quotidienne. Il faut bien comprendre que le thème du bilinguisme est forcément polémique au Québec. Le Québec se sent assiégé par les anglophones. Voici une carte des populations canadiennes. On voit bien qu'il est un peu cerné, à la fois à l'est par les provinces maritimes et à l'ouest par l'Ontario. Pour cette raison, ils maintiennent une sorte de lutte culturelle afin de limiter l'extension des écoles et des services anglophones dans la province de Québec. Mais est-ce que les Québécois ne seraient pas en train de se monter la tête pour rien? Si le Canada dit qu'il est bilingue, pourquoi avoir si peur? Ils vont pas se faire assimiler, il faut arrêter.
Alors on pourrait dire ça, les Québécois en font tout un plat, en fait, les anglophones ne veulent pas assimiler les Québécois. En réalité, bien sûr que si, les anglophones veulent assimiler les francophones. On a au moins 2 exemples qui permettent de le démontrer. Mais pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire. Les Québécois à l'origine n'étaient pas les seuls francophones du pays. Ah bon? Et non. Il y avait également les Acadiens et les Manitobains. Ces régions étaient majoritairement francophones, mais elles n'ont pas subsisté. Au milieu du XVIIIe siècle, les Acadiens ont été déplacés et assimilés de force au monde anglophone des États-Unis. Et au XIXe siècle, les Manitobains ont été submergés par une immigration anglophone, laquelle a débouché sur leur assimilation. Et aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée, même s'il en existe encore. Donc les Québécois ne veulent pas subir ce qui est arrivé aux Acadiens et aux Manitobains. Bien sûr. Ou du moins, c'est ainsi qu'un historien pourrait formuler les choses. Après, je pense moi que les Québécois, qu'ils connaissent l'histoire ou pas, ils agissent plutôt par instinct. Ils ressentent les pressions anglophones autour d'eux, et donc, naturellement, ils vont chercher à donner des avantages aux francophones et à discriminer les anglophones, par exemple en limitant leur création d'écoles, et donc faire ainsi une politique unilingue, une politique de refus du bilinguisme. Et le gouvernement qui a vraiment promu l'unilinguisme au sein du Québec, c'est le gouvernement de René Lévesque, avec ce qu'on appelle la loi 101, qui est passée en 1977. Dis-moi, quand est-ce que le Canada est devenu britannique? En 1759. Mais on va reprendre l'histoire depuis le début si tu veux bien. L'histoire du peuplement du golfe de Saint-Laurent a commencé vraiment en 1608, lors de la fondation de Québec par Samuel de Champlain. Et à vrai dire, les débuts étaient très difficiles. La colonie a été complètement moribonde pendant 3/4 de siècle, poursuivie sans cesse par l'isolement, la faim, le scorbut, les attaques iroquoises et les attaques anglaises. Elle a néanmoins réussi à survivre, mais il faut attendre l'intendant Jean Talon en 1665 pour qu'elle commence vraiment à intéresser le roi de France. On va baptiser le Canada la colonie de Nouvelle-France, et le roi ne commence à la défendre militairement qu'à partir de cette date. Il lui a notamment permis de vaincre définitivement les Iroquois et de mettre en place un réseau de communication entre le Québec et la métropole. Donc il y avait bien des Français en Amérique du Nord. Ces Français, ils présentaient 3 différences majeures avec les Anglais qui, eux aussi, étaient présents sur le continent. D'abord, il y avait une différence de langue, c'est évident. Ensuite, il y avait une différence de religion. Les Anglais sont protestants, tandis que les Français sont catholiques. Et enfin, une différence de nombre. Les Français étaient 10 fois moins nombreux. C'est une colonie souvent négligée par Versailles. On oublie de la fortifier par des subsides et par une immigration, surtout. Cette faiblesse démographique, elle est un petit peu compensée par la politique étrangère de la Nouvelle-France, puisque les Français ont mis en place un réseau d'alliances parmi les tribus amérindiennes. En effet, la plupart des tribus sont alliées à la France. Elles ont, avec la Nouvelle-France, des relations commerciales, elles lui vendent des fourrures, elles lui achètent certains produits et font appel régulièrement à son arbitrage en cas de conflit entre 2 tribus. Je ne vais pas m'attarder davantage aujourd'hui sur ce sujet énorme, on va certainement en reparler. Retenez simplement que voilà, ce réseau d'alliances franco-amérindien a volé en éclats avec la conquête. La conquête du Québec par les Anglais aura des conséquences très graves aussi sur les Amérindiens. Ensuite, pensez-y bien, de 1629 à 1759, les Français ont vécu au moins 7 grandes attaques de la part des Anglais et une multitude d'accrochages de toutes sortes. Ils ont donc grandi dans une haine profonde des Anglais. Déjà en 1710, l'Acadie a été arrachée à la France et rebaptisée Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Ses habitants, à partir de 1755, sont déportés dans de nombreuses régions des États-Unis. Déportés en quel sens? On les a séparés de leurs amis, de leur travail, de toutes leurs relations. On les a déplacés afin de les assimiler individuellement aux colonies britanniques américaines. C'est ce qu'on appelle le grand dérangement des Acadiens. Donc ça c'est pour l'Acadie, mais le destin de la Nouvelle-France à proprement parler, il s'est joué pendant la guerre de 7 ans. Cette guerre, c'est l'une des plus importantes de l'histoire de France, sinon peut-être la plus importante. On en reparlera peut-être un jour sur la chaîne. La France a envoyé le marquis de Montcalm afin de défendre Québec. Malheureusement, après quelques victoires, le marquis est vaincu sur les plaines d'Abraham. Québec est prise
et la Nouvelle-France cessent d'exister. Et il s'est passé quoi après la défaite? Les Britanniques ont découvert un peuple sur la défensive, très hostile, comme je vous disais, et a décidé qu'il serait trop difficile de les assimiler maintenant. Les gouverneurs successifs, Murray, Carleton, sont des hommes très conciliants qui les ont ménagés. Mais attends, les Français à cette époque, ils étaient majoritaires ou minoritaires dans la région? Tu poses là une bonne question, même si elle est un petit peu vague. Les Français sont minoritaires sur le continent, évidemment. Les Anglais sont beaucoup plus nombreux, ça va de soi. Mais bon, ça c'était au XVIIe, au XVIIIe. En 1776, les États-Unis déclarent leur indépendance. Désormais, la présence britannique est réduite à presque rien, à cause de cette révolte. Les insurgés américains l'ont obtenue, et à ton avis, que vont devenir les colons loyalistes à la couronne d'Angleterre? Et ils vont tous aller au Canada? Eh oui, puisqu'on ne veut plus de nous, on va aller peupler le Canada, et ainsi rétablir en la faveur de l'Angleterre la démographie de cette colonie. Certains s'installent à l'est, l'Acadie, Terre-Neuve, qui sont des terres intéressantes pour les pêcheries et le commerce avec la métropole, entre autres. Je précise d'ailleurs que ces colonies dont je parle ici ne font pas vraiment partie du Canada à cette époque-là. Et puis d'autres colons vont s'installer à l'ouest, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario, parce que là-bas on peut faire du commerce de fourrure, l'exploitation du bois, etc. C'est le Haut-Canada par opposition au Bas-Canada qui est francophone. Le Haut-Canada c'est l'Ontario et le Bas-Canada c'est le Québec, en gros. Mais du coup tous ces Anglais, ils sont de plus en plus nombreux. Leur immigration est très soutenue et en 1820, ils sont déjà majoritaires dans l'Amérique du Nord britannique. En 1840, ils deviennent majoritaires à l'intérieur de la colonie du Canada. 1840 est donc une année particulièrement délicate. Les Français viennent de prendre conscience qu'ils sont une minorité. Et du coup, les Français ont été bien traités? Ils n'ont pas été assimilés? Il y a eu 1000 tracasseries. Les Français occupent le Saint-Laurent, c'est-à-dire l'une des régions les plus essentielles au développement de l'économie de la colonie. Les Anglais ont maintes fois cherché à empêcher leur accès à la propriété, à éviter de leur faire percevoir des douanes, ou à limiter leur nombre parmi les fonctionnaires. Donc des tracasseries, il y en a eu des dizaines et des dizaines, mais ces tracasseries n'ont jamais débouché sur une assimilation des Français au monde anglo-saxon. Et les Français n'ont jamais essayé de se révolter? Si, c'est arrivé une fois lors des rébellions patriotes, en 1837 et 1838. Ces rébellions symbolisent la panique des Français qui prennent conscience de leur mise en minorité. Mais malgré les efforts de l'administration, non, les Québécois n'ont pas été assimilés. Ils ont certainement su défendre leur identité. En 1867, le Canada devient une fédération qui est composée de 10 provinces et le Québec devient l'une de ces provinces. À partir de ce moment, le combat des Québécois devient un combat provincial pour la garde des compétences que lui garantissent ce texte. En d'autres termes, la province de Québec est devenue l'organisation politique de la francophonie au Canada. Bien qu'elle soit sujet de la couronne britannique et coupée de son ancienne métropole, on peut voir la province de Québec comme une survivance de la Nouvelle-France. Bon, c'est une histoire à grands coups de crayon que je vous trace ici. En fait, je retiens surtout les éléments qui vont être importants à comprendre pour mes vidéos qui vont suivre. J'insiste quand même sur un point. Le Canada est une démocratie. La culture démocratique y est très importante. Certaines traditions en témoignent. Des assemblées contradictoires se réunissaient dans les campagnes. Différents orateurs s'y affrontaient et c'était presque un divertissement. Les Québécois ont parfois envisagé l'indépendance, mais ils veulent le proclamer dans les règles de l'art, c'est-à-dire par référendum. Et malgré les haines durables entre les conservateurs et les progressistes, tous ces gens participent de la même culture démocratique. Maurice Duplessis, à qui je vais consacrer un épisode, a grandi dans cette atmosphère. Donc si vous lisez dans les journaux ou en errant sur le net ou dans les bouquins, Maurice Duplessis était un dictateur, et vous allez lire ça un peu partout, croyez-moi, ayez un petit peu d'esprit critique. Dictateur, c'est évidemment une image. On veut dire qu'il avait une autorité sur ses ministres et sur ses députés, qui fait penser à celle d'un dictateur.
il avait une discipline de parti exceptionnelle. Il était obéi par son caucus. Son caucus. Ses partisans, si tu préfères. Maintenant, les victoires que Duplessis remporte, ce sont exclusivement des campagnes électorales. Comme tous les Québécois, et comme ses adversaires du Parti libéral, et comme ses adversaires fédéraux, il est complètement empreint de culture démocratique. Et ce, depuis qu'il est tout petit. Et si tu remarques que dans son caucus, il y a des flatteurs, il y a du favoritisme, il y a des petites magouilles, des chercheurs à scandale, et puis des idées simples qu'il répète à toutes les sauces pour les faire rentrer dans la tête des gens, toutes ces petites bassesses, elles font partie de la culture démocratique qui règne dans le monde anglo-saxon de façon générale. Je voulais clarifier ça parce que vous êtes ici sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui a parlé de gens comme Franco, comme Salazar, et quand je dis que ce sont des dictateurs, ce sont de vrais dictateurs. Attention, hein, je n'emploie pas ici ce mot à titre de métaphore. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vous propose, dans les épisodes à venir, de découvrir qui sont Maurice Duplessis et René Lévesque. Que s'est-il exactement passé de 1936 à 1982 pour que le Québec soit soudainement tenté de prendre son indépendance? Donc je vous dis à très bientôt sur L'étoffe d'un chef.